Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes des personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Oliver Hardy. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Oliver Hardy, né sous le nom de Norvel Hardy, le 18 janvier 1892 à Harlem, en Géorgie, était le fils d'Oliver Hardy, un vétéran de l'armée confédérée de la guerre civile américaine. Son père avait été blessé lors de la bataille d'Antietam, le 17 septembre 1862. Il travaillait comme officier de recrutement pour la compagnie K du 16e régiment de Géorgie. Après la guerre, le père d'Oliver avait aidé son propre père à gérer les restes de la plantation de coton familiale, avant d'acheter une part dans un commerce de détail et d'être élu percepteur des impôts du comté de Columbia, en Géorgie. La mère d'Oliver, Emily Norvel, était la fille de Thomas Benjamin Norvel, un descendant de Hugh Norvel de Williamsburg, en Virginie, et de Mary Freeman. Emily et Oliver Hardy se marièrent le 12 mars 1890. C'était le deuxième mariage d'Emily et le troisième d'Oliver. En 1891, la famille déménagea à Madison, en Géorgie, un an avant la naissance de Norvel. Bien que Harlem soit probablement son lieu de naissance, certaines sources mentionnent Covington, en Géorgie, la ville natale de sa mère. Son père mourut moins d'un an après sa naissance et Oliver Hardy, le plus jeune des 5 enfants, grandit dans une famille marquée par cette perte. Il fut également témoin d'une tragédie lorsqu'il essaya sans succès de réanimer son frère aîné Sam, qui s'était noyé dans une rivière. Enfant, Hardy était parfois difficile à gérer. C'est pour ça qu'en 5e, il fut envoyé au Georgia Military College. En 1905, à l'âge de 13 ans, il rejoignit le Young Harris College dans le nord de la Géorgie pour le semestre d'automne qu'il termina avec succès en janvier 1906. Il fréquentait alors la section collège de l'établissement qui fonctionnait comme une académie. Malgré un faible intérêt pour l'école, il développa très tôt une passion pour la musique et le théâtre. Il rejoignit une troupe théâtrale et fugua d'un internat près d'Atlanta pour chanter avec ce groupe. Sa mère, consciente de son talent pour le chant, l'envoya à Atlanta pour qu'il étudie la musique et le chant auprès du professeur Adolph Dam Peterson. Cependant, Hardy sauta plusieurs cours pour chanter au théâtre Alcazar pour $3 par semaine. Pendant son adolescence, Hardy commença à se faire appeler Oliver Norvel Hardy, ajoutant Oliver en hommage à son père. Dans le recensement américain de 1910, il apparaît sous le nom de Oliver N. Hardy, nom qu'il conserva dans tous ses documents officiels ultérieurs. Il fut initié à la franc-maçonnerie au sein de la loge Solomon No. 20 à Jacksonville, en Floride, ce qui l'aida à trouver logement et nourriture à ses débuts dans le monde du spectacle. Plus tard, il fut également intronisé dans l'ordre des Water Rats, aux côtés de son partenaire légendaire, Stan Laurel. En 1910, un cinéma nommé The Palace ouvrit dans la ville natale d'Oliver Hardy. Il y occupa plusieurs fonctions: projectionniste, préposé aux tickets, concierge et gérant. Il devient rapidement passionné par l'industrie naissante du cinéma, persuadé qu'il pouvait surpasser les acteurs qu'il voyait à l'écran. Sur les conseils d'un ami, il déménagea à Jacksonville, en Floride, en 1913, où des films étaient tournés. La journée, il travailla pour la Lubin Manufacturing Company, et le soir, il se produisait comme chanteur dans des cabarets et des spectacles de vaudeville. C'est à cette époque qu'il rencontra Madeline Saloshin, une pianiste qu'il épousa le 17 novembre 1913 à Macon, en Géorgie. L'année suivante, Hardy fit ses débuts au cinéma avec le film Hot Waiting Dad pour les studios Lubin sous le nom de Ho Hen Hardy. Surnommé Babe dans sa vie privée, il utilisa souvent ce pseudonyme dans ses films, comme dans Back to the Farm. Sa grande taille et son poids limitaient les rôles qu'il pouvait jouer. Il fut souvent choisi pour interpréter des méchants, bien que son physique imposant convenait aussi à des rôles comiques. En 1915, il avait déjà joué dans 50 courts-métrages d'un seul rouleau pour Lubin. Après avoir travaillé à New York pour les studios Pathé, Casino et Edison, il retourna à Jacksonville pour collaborer avec la Vim Comedy Company. Cependant, il quitta ce studio après avoir découvert des détournements de fonds par les propriétaires. Hardy rejoignit alors le King Bee Studio, qui avait racheté Vim, où il travailla aux côtés de Billy Rudge, Billy West, imitateur de Charlie Chaplin, et l'actrice comique Ethel Burton. Il continua d'incarner des méchants pour Billy West jusqu'au début des années 20, imitant souvent Eric Campbell face au Chaplin de West. Entre 1916 et 1917, Hardy réalisa ou co-réalisa 10 courts-métrages dans lesquels il jouait également.
En 1917, il s'installa à Los Angeles pour travailler comme pigiste dans plusieurs studios hollywoodiens. Entre 1918 et 1923, il apparut dans plus de 40 films pour Vitagraph, souvent dans des rôles de méchants, aux côtés de Larry Semon. Sa vie personnelle connut des turbulences à cette époque. Il se sépara de sa première épouse en 1919, avec un divorce provisoire prononcé en novembre 1920 et finalisé le 17 novembre 1921. Une semaine plus tard, le 24 novembre 1921, il épousa l'actrice Myrtle Reeves, mais ce mariage fut également malheureux. Reeves sombra dans l'alcoolisme. En 1921, Hardy joua un voleur dans The Lucky Dog, un film produit par Brancho Billy Anderson et mettant en vedette Stan Laurel. Toutefois, les deux hommes ne collaborent plus avant plusieurs années. En 1924, Hardy rejoignit les Hall Roach Studios et travailla sur des films de la série Your Gang et avec Charlie Chase. En 1925, Larry Semon, son ancien patron, l'engagea pour jouer le rôle de bûcheron de fer dans son adaptation du Magicien d'Oz. Cette même année, Billy West, un ancien collègue, l'invita à jouer aux côtés de Bobby Ray dans 4 comédies burlesques. Ces courts-métrages, où Hardy et Ray formaient un duo maigre et gros, coiffé de melons, préfiguraient les célèbres comédies Laurel et Hardy. Hardy se souvenait en 1954. Bobby jouait toujours la victime, et moi le malin, exactement dans Laurel et Hardy, sauf que cette fois, c'est moi qui suis toujours la victime. Hardy continua de travailler dans les comédies de Hall Roach comme Yes, Yes, Nanette, réalisé par Stan Laurel et avec Jimmy Finlayson, qui devient par la suite un acteur récurrent dans les films de Laurel et Hardy. Il joua également dans des films avec Clyde Cook, notamment Wandering Papas, réalisé par Laurel. En 1926, Hardy devait apparaître dans Get Hem Young, mais une brûlure causée par un gigot d'agneau chaud l'obligea à être hospitalisé. Stan Laurel, qui travaillait comme gagman et réalisateur pour les studios Roach, le remplaça. Cette année-là, Hardy et Laurel apparurent tous deux dans 45 minutes from Hollywood, mais sans partager de scène. Ce ne fut que peu après que leur partenariat légendaire prit véritablement forme. En 1927, Laurel et Hardy commencèrent à partager l'écran dans Sleeping Wives, Duck Soup et With Love and Ice. Le directeur superviseur des studios Roach, Leo McCarey, remarqua l'enthousiasme du public pour ce duo et entreprit de les associer régulièrement. Ainsi débuta la série de films Laurel et Hardy. Le duo produisit une grande quantité de courts-métrages comiques, notamment La Bataille du siècle, célèbre pour sa scène de bataille de tarte à la crème, Un homme à bout, Two Tards, On n'a pas l'habitude, en 1929, marquant leur transition vers le cinéma parlant, Bert Marx, Blotto, Bratz, Drôle de locataire et Be Big. En 1929, ils apparurent pour la première fois dans un long métrage, dans une séquence du film Hollywood Revue, Off 1929. L'année suivante, ils jouèrent dans le film musical en Technicolor The Rock Song, marquant leurs premières apparitions en couleur, bien que seuls quelques fragments du film subsistent aujourd'hui. En 1931, leur premier long métrage complet, Pardon US, sortit. Ils continuèrent à tourner des courts-métrages et des longs-métrages jusqu'en 1935. En 1932, leur film The Music Box remporta l'Oscar du meilleur court-métrage, leur seul film à recevoir une telle distinction. En 1937, Hardy divorça de Myrtle Reeves. Pendant une pause due à un différend contractuel entre Laurel et les studios Roach, Hardy tourna Zenobia avec Harry Langdon. Une fois les différends réglés, le duo réalisa The Flying Dots pour le producteur Boris Moros. Pendant ce tournage, Hardy rencontra Virginia Lucille Jones, une script qu'il épousa en 1940. Leur mariage fut heureux et dura jusqu'à la mort de Hardy. Toujours en 1939, ils tournèrent à Chump at Oxford et Saps at Sea avant de quitter les studios Roach. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils soutiennent les troupes alliées en se produisant pour eux. En 1941, Laurel et Hardy signèrent avec Century Fox et en 1942 avec la MGM. Ces studios, spécialisés dans des productions plus importantes, imposèrent initialement des scénarios et des montages décidés par leurs équipes. Cependant, les succès des films permirent progressivement au duo d'obtenir plus de liberté créative. Pendant la guerre, ils tournèrent 8 longs métrages sans perdre en popularité. Toutefois, leurs contrats avec Century Fox et MGM prirent fin en 1944. En 1947, ils entreprirent une tournée de 6 semaines au Royaume-Uni. À leur grande surprise, ils furent accueillis avec ferveur par des foules immenses.
La tournée s'étendit à la Scandinavie, à la Belgique, à la France, et inclut une performance royale pour le roi et la reine. Jusqu'en 1954, ils continuèrent à se produire en Europe, souvent avec des sketchs écrits par Laurel. En 1949, John Wayne invita Hardy à jouer un rôle dans Le Bagarreur du Kentucky. Bien qu'hésitant au départ, Hardy accepta sur l'insistance de Laurel. En 1950, Frank Capra l'invita à jouer un caméo dans Riding High avec Bing Crosby. Entre 1950 et 1951, Laurel et Hardy tournèrent leur dernier film, Atoll K, également appelé Utopia. Le film, une coproduction européenne, fut marqué par des problèmes de communication entre l'équipe multinationale et des conditions du travail difficiles. Les deux hommes souffrirent de graves problèmes de santé pendant le tournage. En 1953, ils firent une apparition télévisée dans Face the Music de la BBC et en 1954 dans This Is Your Life sur NBC. Leur ultime apparition ensemble eut lieu en 1955 dans une séquence enregistrée pour l'émission This Is Musical. Ils prévoyaient de produire une série télévisée basée sur les fables de Mother Goose, mais ce projet fut abandonné après un AVC de Laurel, suivi d'une attaque cardiaque, et d'un AVC de Hardy, dont il ne se remit jamais. En mai 1954, Oliver Hardy subit une légère crise cardiaque, ce qui le poussa pour la première fois de sa vie à prendre soin de sa santé. Il perdit plus de 68 kilos en quelques mois, transformant complètement son apparence. Dans ses lettres, Stan Laurel évoqua Hardy comme souffrant d'un cancer en phase terminale, une hypothèse qui pourrait expliquer cette perte de poids rapide. Les deux hommes étaient de grands fumeurs. Le producteur Hal Roach les qualifia un jour de cheminées de locomotive. Le 14 septembre 1956, Hardy subit un grave AVC qui le laissa alité et incapable de parler pendant plusieurs mois. Il fut pris en charge à domicile par sa femme Lucille. Après deux autres AVC survenus au début août 1957, il tomba dans le coma et mourut d'une thrombose cérébrale le 7 août 1957 à l'âge de 65 ans. Stan Laurel fut dévasté par la perte de son cher ami et partenaire. Son médecin, inquiet pour la santé fragile de Laurel, lui déconseilla d'assister aux funérailles. Laurel accepta en déclarant « Babe comprendrait ».